Je vous propose, par rapport à la question du Ludovic, hein, de dire oui, mais là, on est en gros dans un local où il y a peu de production de vapeur d'eau, donc le risque il est moindre, c'est vrai, hein. Donc il faut aussi savoir déterminer le type d'isolant, enfin le type de local. Et ça, en fait, on a pareil, on a encore une règle là-dessus qui nous dit qu'on a quatre types de locaux. Alors les quatre types, c'est faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie. Et à chaque fois, avec une production, alors c'est assez simple, c'est un rapport entre la production de vapeur d'eau, hein, et évidemment le renouvellement d'air. C'est-à-dire que si vous avez une énorme VMC qui recycle très très rapidement l'air, vous pouvez envoyer beaucoup plus de grammes d'eau. Elles vont être éjectées dehors. Par contre, si vous êtes dans un local avec même une très faible quantité de vapeur produite, mais vous n'avez quasiment pas de renouvellement d'air, vous allez vous retrouver dans des locaux à forte hygrométrie. C'est le principe du thermos. Voilà. Alors, ça, je ne vais pas vous le demander de calculer, hein. Moi, je ne le fais pas non plus. Il y en a d'autres qui l'ont fait pour nous. Et donc, je vous ai remis ça c'est un extrait de l'annexe B du DTU 31.2 hein, sur l'ossature bois, qui remet les différents types de locaux. On le retrouve assez à plein d'endroits, hein, ce genre de choses. Donc, à faible hygrométrie, ça va être les immeubles de bureaux non conditionnés, les bâtiments industriels, les locaux sportifs sans public, sauf piscine et patinoire. Donc, en gros, un gymnase, on a des volumes qui sont tellement grands que même si vous courez, ça produit peu de vapeur d'eau par rapport au volume. On bascule dans l'hygrométrie moyenne pour les bâtiments d'habitation, y compris les cuisines et salles d'eau correctement chauffées et ventilées et sans suroccupation. Il faut être assez attentif là-dessus parce que, en fait, derrière, dès que vous basculez sur un bâtiment qui est un bâtiment d'habitation médiocrement ventilé, on bascule dans la forte hygrométrie. Donc, un bâtiment qui n'a pas de VMC aujourd'hui ou qui n'a pas de sortie d'air, de ventilation par tirage naturel, hein, vous basculez automatiquement. Quand vous aménagez un comble et le comble n'a pas de VMC ou de sortie d'air, c'est un bâtiment d'habitation médiocrement ventilé, donc vous êtes en forte hygrométrie. Donc un risque fort. J'insiste là-dessus parce que, en fait, après on voit plein d'autres choses, mais je présente 3 DTU juste derrière et tous les DTU ne sont que pour les 2 premiers. C'est-à-dire que dès que vous basculez dans le monde de la forte hygrométrie, vous êtes en dehors des règles. On va dire des règles standards. Donc, ça veut dire quand même que derrière, il vous faut soit faire un calcul pour éviter les risques, soit ne pas y aller, ou demander à ce qu'il y ait une ventilation. Ça vous va? Ça vous va. Alors, je suis rabat-joie, hein. Je sais, mon boulot, c'est d'être rabat-joie, c'est juste vous donner les risques. Après, vous faites ce que vous voulez hein, sur les chantiers. C'est vos risques à vous, c'est votre boîte. Hein. Ou alors, faut être sur quelque chose qui est très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. C'est un complexe alors, attendez. Monsieur Pio, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, bonjour. Bonjour, je m'excuse, je suis en train de rouler. Alors faites attention, j'ai envie de dire déjà, parce que sur notre premier webinaire, si on a déjà un mort, ça va pas être terrible. Hein. Dans les stats, c'est pas terrible. Ça va bien se passer. Alors, juste derrière, je parle du perspirant, si ça vous intéresse. Ouais, ok, ça marche. C'est ça la question? Oui. C'est pas assez de fait sur le fait que, effectivement, si on est sur un complexe perspirant, du coup, on gère beaucoup plus facilement la migration de vapeur d'eau et du coup, ça permet de ne pas se retrouver effectivement sur des problématiques de condensat qu'on a sur un pare-vapeur où du coup, les moindres points de convection, ça crée le désordre. Je suis d'accord avec vous sur l'idée, sur l'idée en gros du perspirant et puis du risque de la membrane mal posée. Hein. Par contre, là, on voit dans les fortes hygrométries, vous avez des bâtiments à concentration humaine ou animale, un bâtiment d'élevage où si vous renouvelez pas l'air pour arriver à descendre, le risque même dans une paroi perspirante, il est élevé. Hein. Voilà. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Allez, on commence justement par ça. Alors, vous connaissez peut-être le DTU 31.2, il y en a peut-être parmi vous qui font de l'ossature bois. C'est pour ça que je l'ai mis ici.
Il a été renouvelé en mai 2019 et ce qui est important en fait dans ces renouvellements, c'est pas tellement la façon de faire de l'ossature, mais c'était la gestion du pare-vapeur. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Jusque-là, on était dans une seule façon de le dire, obligation d'un pare-vapeur côté chaud. Aujourd'hui, on n'a rien changé à ça. Il y a toujours l'obligation d'un pare-vapeur côté chaud quand on fait de l'ossature. Vous pouvez le rapprocher à la même chose sur un rampant. Hein. Ça, c'est l'idée, c'est la même, hein, une charpente de toiture. La valeur de base, c'est le SD de 18 mètres. Voilà, ça c'est le cas classique. Vous retenez ça. Si vous voulez pas faire autrement, ça me va, ça fonctionnera toujours. Et puis, dans ce nouveau DTU, enfin ce nouveau maintenant qui a 2 ans, en gros non, tout pile, vous avez l'intégration du facteur 5. Alors, le facteur 5, pour ceux qui ont un peu voyagé, ou peut-être par exemple ceux du territoire de Belfort, ou moi qui suis du nord-est, plus proche de l'Allemagne en gros, ou de la Suisse, vous avez en fait le facteur 5 qui est déjà utilisé depuis très longtemps, c'est l'idée même du mur perspirant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, l'idée, c'est on a une barrière côté chaud et on a une sortie. Et il faut que la sortie côté extérieur, donc derrière sous le bardage ventilé, soit 5 fois plus ouverte à la diffusion de vapeur d'eau que côté intérieur. Voilà. C'est le fameux facteur 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, vous étiez obligé de construire un mur en ayant une paroi avec une membrane par vapeur avec un SD 18. Aujourd'hui, vous avez le droit de le faire. Alors ici, j'ai pris chez Suisse Chrono, justement. Bon, n'importe. Avec un panneau. Et en fait, c'est le panneau OSB qui va fournir un frein vapeur et qui va permettre à faire la perspirance du mur. Donc là, pour les panneaux, en général, on épaissit un peu les panneaux. Avant, on fonctionnait avec un panneau de 9. Là, il vaut mieux fonctionner avec un panneau de 12, voire un panneau d'OSB de 15. À chaque fois, par contre, il faut vous référer à ce qui est marqué chez le fabricant. Bon, en cas classique, hein, vous allez retrouver des OSB de 12 avec un SD de, me semble-t-il, 2 mètres, donc équivalent à un Craft en gros. Et quand vous passez sur un OSB de 15 mm, vous passez sur des SD de 3. Donc, si vous faites ça, ça veut dire que vous mettez en sortie, donc 5 fois inférieur, donc vous devez avoir des SD, soit si vous mettez un OSB de 12 dedans, vous devez avoir un SD de 0,4 ou alors un SD de 0,6 si vous êtes passé en SD de 15. Ici, par exemple, la dalle Chronotech MDF, hein, qui est utilisée comme un pare-pluie, présente un SD inférieur à 0,2 m. Donc, votre fonctionnement avec ce système-là est bon. Et vous créez le fameux mur perspirant. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce système-là, c'est que les jointures des panneaux sont scotchées. Voilà. Mais ça peut vous permettre, hein, ceux qui font de l'ossature, d'avoir une autre façon de faire. C'est ce qui est fait donc en Allemagne, Autriche, Suisse depuis longtemps. L'autre méthode, l'autre façon de faire, c'est le calcul simplifié de la résistance de la paroi au passage de la vapeur d'eau. On le retrouve dans la littérature technique en forme ZDP plus ZDI supérieur à un certain nombre. Alors là, je vais vous perdre. Et pour être tout à fait honnête, c'est absolument pas simplifié. Néanmoins, pour quelqu'un qui est ingénieur en thermique, c'est des calculs simplifiés quand même. Alors le Z signifie résistance de la paroi, résistance à la vapeur d'eau. Donc ZDP, c'est la paroi et DI, c'est l'isolant. Donc en gros, on ajoute la résistance au passage de la vapeur d'eau de la paroi plus de l'isolant. Vous êtes sur sur un plafond avec du placo, plus de l'isolant au-dessus en plancher de comble. Vous allez ajouter la résistance du placo plus la résistance de l'isolant. Et selon les endroits où vous êtes, vous devez avoir un certain chiffre. Ça a été utilisé très longtemps, cette méthodologie. C'est encore celle qui sert de base à nos DTU. Mais, alors je vous présente la suite. Hein, vous avez des chiffres en kilogrammes par mètre seconde Pascal.
Je vous ai mis des unités de valeur. Je vous laisse vous perdre dedans et je vous fais faire un calcul. Non, c'était une blague. Merci. Je voulais voir le nombre de participants qui partaient. Bon, apparemment, vous êtes restés. C'est bien, vous êtes un peu fous. Non, les calculs sont quand même pas franchement évidents. En plus, il y a des unités, on vous remet des coefficients de transfert, etc. Alors, c'est pas que je veux pas dire que ça soit pas accessible. Je vous l'ai mis pour que vous le sachiez comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, en fait, on a simplifié, notamment dans les DTU. On se retrouve avec des exemples types. Et c'est ça que je vais vous présenter là. Parce que je pense que ça vous parlera plus. Et en gros, quand on sera pas dans l'exemple type, eh ben, la meilleure façon de faire, c'est soit systématiquement de mettre un pare-vapeur, soit de faire un calcul. Donc chez SIGA ou ailleurs, hein, mais pas un bureau d'études. Parce que ça veut dire que vous ne serez pas dans le cas qui est prévu. Voilà. Par contre, on en prévoit quand même pas mal des cas. Donc, on va le voir. Alors, je vous présente deux façons. Déjà, le plancher de comble. En gros, on est sur un comble, alors Fermette ou les anciens, comme vous voulez. On se retrouve avec un plancher de comble et on va isoler. Alors, il y a deux DTU là-dessus qui n'existaient pas. Hein, c'est des créations. Alors, ils existaient sous d'autres formes, mais pas celle-ci. Pas sous forme de DTU. Vous avez deux DTU, 45-10. Alors là, on est sur de l'isolant en forme de panneau ou en rouleau. Donc, en gros, vous allez les poser ou dérouler. D'accord. Et puis l'autre, qui est le 45-11 sur le soufflage. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a forcément des gens qui font de l'isolation, des spécialistes. Alors, en plancher de comble, on a trois types de supports qui sont déjà prévus. Alors, ici, à chaque fois que je vous ai remis le DTU, alors vous reprendrez quand vous aurez le support, hein, vous saurez si vous utilisez un panneau, vous restez sur le 45-10. Si vous utilisez du soufflage, vous restez dans le 45-11. Et puis là, on vous dit, bah voilà, sur support béton, j'ai sur le tableau partie de gauche mon type de couverture. Donc ici de la tuile, là du zinc ou de la tôle, jusqu'au bardeau bitumineux, les shingles. Et vous avez la définition. Alors, est-ce qu'il me faut, je crois que j'entends quelqu'un, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il me faut un pare-vapeur? Alors, hors zone très froide, maintenant que vous savez déterminer, il vous en faut pas. Et en zone très froide, là on est sur un support béton, donc une dalle pleine de 20 cm. On considère qu'il en faut, mais absolument jamais. C'est facile, non? Ça vous va? Ah, j'en ai perdu. Ce que je veux dire, c'est que quand vous allez me poser… Ah, Ludovic, ça va pas? Non, ben, j'ai un peu de mal à tout suivre, toutes tes trucs là, mais bon. Alors, juste avant, ce que je voulais dire, c'est que ça vient d'une méthodologie de calcul. Ça vient pas de nulle part, en fait, ce qu'on a mis là. Voilà. Ça vient d'une méthodologie de calcul. Ah, j'ai perdu. Attendez, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Qui? Non. Oui. C'est Olivier Pio, là. Juste. Vous êtes garé. Oui, vous m'entendez? Ouais, oui, mais je veux savoir si vous êtes garé. Oui, je suis garé, là. Ah, bon, voilà, ça va déjà mieux. Dites-moi. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que du coup, effectivement, sur une dalle, c'est très étanche, mais il faut quand même traiter les points singuliers. Hein. Du coup, il ne faut pas… le cas de figure, effectivement, de la dalle béton, mais il y a quand même tout ce qui est ici, il y a des passages, des fourreaux, des choses comme ça, il faut quand même traiter ces points-là, sinon ça fait des points faibles. Et en règle générale, il n'y a vraiment que la dalle où il n'y a pas besoin de membrane, parce que sinon, l'approche, c'est quand même de dire qu'il faut une membrane pour traiter l'étanchéité à l'air. Une isolation sans étanchéité à l'air, on perd 40% de la performance. Donc, le DTU, c'est une chose, mais il faut quand même… alors, oui. Il y a évidemment les points singuliers à traiter. Là, ce qu'on traite, on traite uniquement du risque. Mais c'est bien, c'est juste, hein, on parle uniquement du risque à la vapeur d'eau. Je parle pas de la performance ou de l'étanchéité à l'air. Je parle juste du risque de la vapeur d'eau. Et là, avec une dalle béton, alors évidemment, si on fait des trous dedans, bah, la dalle béton elle est moins performante hein, en termes de. Donc il y a des choses à pallier, exactement. Donc sur une dalle en béton, est-ce qu'il faut prévoir le pare-vapeur? Non. Traitement des points singuliers, oui. On a la même chose sur un panneau en CTBH, en gros un panneau de particules, en 19 mm. Là, pareil, le DTU se positionne.
selon le type de couverture. Donc, si vous êtes en tuile, par exemple, vous revenez dedans à chaque fois. Hein, on vous dit hors zone très froide, qu'il est facultatif. Ensuite, la même chose pour l'isolant soufflé. Par contre, dès que vous basculez sur du bardeau bitumineux ou alors en zone très froide, automatiquement, il est obligatoire. Le support, certainement aujourd'hui le plus utilisé, c'est la plaque de plate BA13. En gros, vous soufflez dans un comble perdu de type fermette. Est-ce que j'ai besoin de mettre un pare-vapeur? Oui ou non? Alors, le texte, il dit quoi? Il dit, si vous le faites avec de la laine minérale, donc là, c'est la partie gauche, hein, si vous le déroulez, vous n'en avez pas besoin si vous installez au-delà de 165 mm. Pourquoi? Parce que le SD, plus vous avez, le SD, il est lié à l'épaisseur, on l'avait vu. Donc, plus on augmente l'épaisseur, plus le risque, plus la perméabilité baisse. Donc, plus on a une forte résistance à la vapeur d'eau. On retrouve exactement la même chose de l'autre côté avec le soufflage, sauf qu'on a l'intégration ici de la ouate de cellulose qui est, comme la plupart des fibres, biosourcées, vous retrouvez avec une perméabilité qui est nettement moins bonne, 2 fois inférieure. Donc ici, vous avez 85 mm. À partir du moment où vous soufflez au-delà de 85 mm hors zone très froide, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pare-vapeur. Voilà ce que dit le texte. Si c'est une couverture de type tuile ou de type tôle. Dès que vous basculez en zone très froide, pare-vapeur. Vous aurez noté aussi, alors dans les toutes petites morceaux qui sont en dessous, que le pare-vapeur en zone très froide, il est de 57 mètres. Mais ça, vous l'avez déjà noté. Donc là, on est en plancher de comble. On va faire les rampants. Les rampants, du coup, on perd le DTU sur le soufflage. Parce que le soufflage ne traite pas de l'insufflation dans le caisson. D'accord? Ici, donc, on reste sur des panneaux et on reste sur la laine minérale. Ici, c'est assez facile, j'ai envie de dire. Puisque hors zone très froide, vous avez, si vous regardez la colonne de droite, est-ce que l'ouvrage par vapeur est requis? Et vous regardez les seuls endroits où il est facultatif. Donc là, on est sur les tôles et en rénovation partielle avec des tuiles si la ventilation est suffisamment bonne. Donc en gros, quasiment à chaque fois, vous avez besoin d'un pare-vapeur, selon le texte. Et notamment quand vous avez un écran HPV. Là, l'écran HPV, la pose de l'écran HPV conditionne d'avoir un pare-vapeur. Et évidemment, quand on bascule en zone très froide, la question, elle se pose même plus. Vous êtes toujours obligé d'avoir un pare-vapeur avec un SD de 57 mètres. Ce qui couvre quand même, cette fois-ci, beaucoup de cas. Donc, en rampant, en gros, vous en avez besoin tout le temps.